Bonjour, bienvenue sur C'est vraiment une solution. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur quelqu'un qui m'avait étonnamment étonné de par sa passion. Jamais j'aurais pensé qu'on puisse être passionné par ça. Et du coup, il m'avait super captivé lorsque je l'avais rencontré. Donc je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui. Voilà, je vous laisse découvrir. À bientôt. Donc bonjour Laurie. Bonjour. Donc Laurie, nous nous sommes rencontrés donc en décembre 2019 Tout à à fait, l'occasion d'un marché de Noël. tout à fait. Et puis on avait échangé un long moment, intéressant moment, autour donc de ta passion, hein, on Ouais, peut dire ça comme ça, tout à et fait. qui moi du coup m'avait, j'allais dire scotché, mais plutôt remet, du coup ça serait Exactement, plus ouais, tout à logique. fait. Ouais. Et puis donc voilà, j'avais vraiment envie qu'on fasse une vidéo Ouais, à ton sujet et autour de ta passion, parce que bah, toujours pareil, moi, rencontrer des superbes personnes, c'est bien pour moi, mais j'ai du coup envie de partager tout ça. Donc du c'est- coup, bah, voilà, je te laisse parler, nous expliquer du coup ce que Mhm. tu fais, pourquoi, comment. Ok, d'accord. Donc, Laurie, je suis passionné de Rome depuis bientôt 10 ans. Voilà, avec une collection qu'on verra un peu après. Du coup, en 2019, j'ai eu le projet de monétiser, on va dire, la passion, avec une nouvelle logique, donc où la création du projet Romologique. Donc en fait, le projet partait du prorata où les achats sur Internet n'ont aucune saveur. T'as pas le goût, t'as pas l'odeur, t'as une description un petit peu fade, on va dire, et très standardisée. L'achat en cave est important, mais il y a, ne pas oublier, derrière le caviste, il y a un but voilà, traditionnel, un peu économique. J'adore les cavistes et j'achète aussi des bouteilles en cave, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc du coup, en fait, voilà, c'était comment conseiller les gens avant qu'ils achètent une bouteille, mais tout en gardant une compétitivité par rapport au prix d'Internet. Et du coup, l'idée romologique est née avec deux projets. Le premier projet, c'était donc des dégustations à domicile façon Tupperware, où en fait je fais découvrir l'univers du rhum à des gens qui connaissent ou qui connaissent un petit peu. Et ensuite avec trois niveaux, un premier niveau de découverte, un second niveau où bah, soit ils ont déjà fait le premier atelier, soit ils connaissent un petit peu et on monte un petit peu en termes de complexité. Et un troisième niveau où là on va vraiment taper des petites perles, des petites choses un peu particulières, pas forcément chères, mais particulières. Et l'autre idée aussi, c'était bah, la création de box découvertes avec un abonnement mensuel possible, tout comme les box, ça marche beaucoup en ce moment, mais autour du rhum, avec donc des box 6 fioles ou 8 fioles, suivant les goûts de chacun, à composer soi-même ou à composer par notre équipe pour pouvoir découvrir en fait l'univers du rhum avec les différents styles et les différents empires qui ont joué dans l'histoire du rhum, puisque le rhum fait partie de l'histoire de France. Ne jamais l'oublier. Bah ouais, c'est ça, c'est que du coup, Et pas que de France. non, ouais, mais alors moi, du coup, quand on s'était rencontrés, j'étais vraiment resté, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être passionné de Rome? Et du coup, je t'avais posé la question, bah, comment ça se fait que tu es passionné? Et du coup, bah, ta réponse, j'avais trouvé vraiment intéressante et puis logique en plus. Donc du coup, bah, je te Ouais, laisse bah, la expliquer. passion du rhum vient de la passion sur l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire des différents empires coloniaux, donc britanniques, espagnols et français pour les principaux qui ont joué dans la guerre des Caraïbes. Et donc du coup, bah, il y a une certaine porosité. Hein. C'est sûr que le rhum est un témoin et un héritage de l'histoire. S'il n'y avait pas eu commerce triangulaire, je pense qu'aucune bouteille de rhum serait arrivée en France. Ça s'appelait pas forcément le rhum à l'époque parce que Rome est une appellation, on va dire, moderne. C'était Rome Bullion, c'était des termes un petit peu plus. Bon, il y avait le tafia, il y avait voilà, de l'eau de vie de Cannes, on va dire, qui traversait et qui servait de monnaie d'échange et pour payer des esclaves en Afrique, pour payer des esclaves aux Caraïbes, et puis bah, bien sûr qui servait aussi pour payer les marins, puisque jusqu'en 1976, la Royal Navy avait ce qu'on appelle la TOT, c'est-à-dire payait les marins avec une dose quotidienne de rhum, je dis bien quotidienne, qui à l'époque des colonies était quand même de 25 centilitres. Ah Donc ouais, voilà. c'est une bonne dose. Une bonne dose, ouais, tout à fait. Donc voilà. Ok.
Bah écoute, voilà, moi c'est ce qui m'avait vraiment hyper intéressé. Et du coup, toi, enfin, ce que du coup ton projet là que tu mets en place, il est fait aussi pour le plaisir de partager, Tout à j'imagine. fait, bien sûr, Ça se sent, enfin évidemment. en tout cas moi je le sens chez Ouais, toi. Ouais, la convivialité, ouais, évidemment. Boire du rhum, c'est la convivialité. C'est partagé. Et puis, bah, tu vois, j'ai commencé un petit peu dans l'introduction de l'histoire. Hein, je t'ai fait une petite aperçu. Bah, derrière chaque rhum, il y a une histoire. La distillerie, la canne. Voilà. Donc, c'est vrai que on n'est pas sur une dégustation simple dans le projet rhumologique. Alors là, je fais une petite présentation Internet. Et des gens qui ne boivent pas d'alcool ou qui n'aiment pas forcément le rhum peuvent s'y retrouver aussi parce que bah, on va un petit peu dans les détails de la fabrication, de l'historique, de pourquoi en fait, pourquoi le rhum il est brun, pourquoi le rhum il a cette saveur, pourquoi ce rhum-là et pas un autre, pourquoi les rhums britanniques ont plutôt ce style-là et cette couleur-là, pourquoi les rhums de plutôt type hispanique sont plus doux, pourquoi les rhums français sont hyper attachés à l'agricole, pourquoi seulement la France a une appellation d'origine contrôlée. Voilà, le rhum fait partie du terroir français et non pas forcément du terroir britannique et du terroir espagnol. Du coup, en fait, les Français sont très attachés à la valeur de leur rhum. La France est le seul pays à avoir l'AOC, notamment sur la Martinique, parce que le sucre de betterave est arrivé assez rapidement dans l'économie française, a tué en fait l'économie du sucre de canne, qui a dû prendre de la valeur par des produits plus raffinés. À l'inverse, les Espagnols et les Anglais sont restés longtemps consommateurs de sucre de canne, et donc du coup, en fait, on a dû utiliser pour faire du rhum de la mélasse, c'est-à-dire les résidus de l'industrie sucrière, et non pas en fait le produit brut pur jus de canne comme les Français. ok. Donc Petite effectivement, il y a. cartographie. Non mais voilà, c'est ça, c'est en fait, on on en apprend de toute façon, le strict minimum d'une rencontre avec toi, c'est de l'apprentissage en fait, sur l'histoire et en plus de ça, de la découverte du rhum, quoi. Tout à Donc fait. moi qui bois pas d'alcool, franchement, tu m'avais trop donné envie de goûter quand même. Heu, du coup, donc là, tu as un projet, alors le projet, c'est quoi exactement? Alors, le projet, c'est quoi? Le projet, on va dire, brut de base, ce sera une cave en ligne. Une cave en ligne avec deux particularités. Cette cave en ligne reflète tous les produits qui ont pu être faits lors d'ateliers de dégustation, comme je disais. Ça, c'est vraiment le vecteur. Le Covid n'aide pas, mais c'est vraiment le vecteur principal, c'est le partage, donc la dégustation. Et la dégustation à domicile pour convenir aux horaires de chacun. Je pourrais avoir une cave, c'est pas du tout mon format aujourd'hui, mais voilà, c'est le cas. Donc retrouver les produits que tu as goûtés en dégustation pour pouvoir acheter des bouteilles, passer au grand format. Et l'autre idée aussi, c'est que tous les produits qui sont vendus dans cette cave-là, j'ai pas un étalage énorme, hein, donc j'ai 88 références qui sont juste là à côté. Et donc du coup, voilà. Et ça va pas plus loin. Et en fait, ces 88 références, bah, elles sont passées par mon gosier. Donc en parallèle, c'est développer aussi de la dégustation par du YouTube, où en fait, je vous donne mes impressions. Et je vous donne pas les impressions d'un texte lu en disant ah, le nez a un goût d'arôme grillé de. Non, c'est pas ça. Moi, je goûte et je dis voilà, c'est onctueux à la bouche, c'est un palais, on retrouve telle saveur et telle saveur, mais c'est pas des choses alambiquées comme on peut avoir sur les descriptifs de bouteilles. Voilà. Donc OK. la démarche, c'est quoi? C'est goûter pour acheter et n'acheter pas pour goûter. OK, oui, c'est sûr que ça paraît, plus logique dans ce sens-là. Du coup, donc là, ça sur ton projet de boutique en ligne, qu'est-ce qu'il est possible déjà de faire dès maintenant, tout de suite? Alors dès maintenant, tout de suite, on peut s'abonner à la chaîne YouTube. Ouais, j'allais en parler après, ouais. Voilà, par rapport au contenu. On peut bien sûr commander. Alors aujourd'hui, on est sur des box de fioles de rhum. Ça pose pas de problème par rapport à ça. Donc vous pouvez commander des fioles. Je vous montrerai ce que c'est qu'une box rhumologique, la Rhomobox. On peut s'inscrire à des ateliers de dégustation qui vont rouvrir dès que le gouvernement permet un rassemblement un Ouais. peu plus nombreux, Ouais, donc avec ça, des pour le moment, normes. du coup, tu peux pas les faire, quoi. Voilà. Mmh. Et du coup, dans un futur proche, bah, bien évidemment, l'achat de bouteilles en ligne. Voilà. Et vous verrez que sur chacun des articles de descriptif,
c'est pareil, c'est pas du copier-coller de la marque. Le descriptif de chaque bouteille est écrit par Laurie Chassé. Donc, du coup, avec un petit emprunt d'histoire, un petit emprunt de côté géographique, etc. Donc, si vous lisez tous les articles de toutes les bouteilles, vous saurez à peu près autant que moi sur le rhum. Ouais. Voilà. Bah, c'est vrai que du coup sur ta chaîne, je suis allé voir évidemment, et ce que tu parles des rhums, mais tu parles aussi du contenant du coup, pas n'importe quel contenant par rapport à voilà, on met pas le, enfin il y a vraiment tout un univers du coup ultra passionnant et enfin on voit, enfin tu sais de quoi tu parles quoi. Ouais, tout à fait. Bah oui, exactement. Alors j'ai pris petit échantillon, le verre à tiponche et le verre à dégustation. Alors le verre à dégustation, pour le faire rapidement, du coup une base, un pied pour pouvoir mélanger et que du coup le rhum puisse en fait recouper ses arômes en se mélangeant et puisse dégager l'ensemble de la palette des arômes. Et puis une cuve assez large qui se rétrécit ensuite pour en prendre plein le nez avec un col un peu évasé justement pour avoir toute la qualité du nez. Et du coup en fait avoir d'autres saveurs et d'autres odeurs, on va dire, que l'éthanol et l'alcool brut. Ici par exemple dans le verre à tiponche, bon déjà parce que te faire chier à passer des citrons ici, c'est un peu chiant. Mais autre chose, c'est que là, par rapport à ce rhum-là, en fait, du coup, on peut bien sûr le mélanger, il y a une bonne prise en main, mais au-delà de ça, c'est pour que l'alcool blanc de rhum puisse se dégager très rapidement et qu'en fait, on n'ait pas ces odeurs d'éthanol, mais on ait tout de suite les odeurs un peu plus végétales, etc. Parce que précision que j'ai pas faite, qui est très importante, je vends que du rhum vieux, je ne vends pas du rhum blanc. Malheureusement, je ne connais pas en rhum blanc. Et donc, du coup, je vends que du rhum vieilli. C'est un peu prendre l'histoire à l'envers, mais bon, c'était le but aussi. Le but, c'est d'avoir un alcool qu'on peut déguster sec et pouvoir faire des choses secs. Le rhum blanc, on peut le déguster sec, mais aussi on peut le déguster en mixologie. Et je ne m'y connais pas assez. Donc, la mixologie, c'est l'art des cocktails. Je ne m'y connais pas assez en termes de cocktails pour promouvoir pleinement un rhum blanc, comparé à un rhum vieux qui peut être bu aussi en cocktail, mais qui peut être bu plus facilement sec. D'accord. Donc là, si on est bien d'accord, parce que, excusez-moi, donc là tu parles éventuellement des mélanges rhum coca ou rhum autre chose, quoi. Tout à fait, ouais. D'accord. Donc toi c'est du rhum Ils du sont coup. prohibés dans ma gamme. D'accord. Bon, ok. Voilà, Non, bah, je c'est plaisante, je clair. plaisante. Tu peux faire du rhum vieux avec du rhum coca, bien évidemment. Ouais. Mais pas forcément dans toute la gamme. Ok, ok. Oh, tu nous montres tes box? Alors donc, oui. Laurie, donc une box, donc du coup, c'est ça. Ouais, remologique ou la remobox. En fait, du coup, le principe, c'est de mettre donc 6 fioles de cette taille-là, qui font à peu près 2 doses, pour pouvoir partager le rhum avec votre ami. Je sais pas si on les voit très bien parce que c'est transparent, mais... Ouais, donc c'est une petite fiole, en fait, façon l'ancienne, un peu ancienne bouteille de pirate. D'accord, ok. Donc qui contient 2 doses, et on en met 6 comme ça dedans. Voilà, avec un petit livret personnalisé suivant, bien sûr, votre sélection, puisque vous pouvez choisir vos rhums, ou les laisser. En fait, on a 5 formats de box définis pour une découverte, on va dire, plus ample, partir tout azimut. Alors, il y a la box très rhum très sucré, la box un petit peu globetrotter, où on va prendre de l'île Maurice, du Panama, des Philippines, partout, puisque le rhum est mondial, clairement. Là où il fait chaud et où la canne peut pousser, il n'y a pas de problème. Et puis même si la canne ne pousse pas, tu peux créer du rhum puisque tu l'as fait importer. Et donc du coup voilà. Donc ça c'est les box découvertes. Ok, bah écoute, très bien tout ça. Donc Laurie, tu nous as préparé une petite sélection de 3 rhums. Oui, ouais, tout à fait. Donc le premier rhum en fait qui s'appelle Eldorado, donc qui vient d'une distillerie qui s'appelle la distillerie du Diamant, qui est basée dans la région du Demerara, donc Guyane britannique, ex-Suriname. Il y a eu plusieurs noms pour cette région-là. La particularité en fait de cette distillerie-là, c'est qu'elle travaille avec des alambics en bois. Il y en a très peu dans le monde, je crois qu'il ne reste plus que 3. Donc en fait, ça donne un aspect très tannique au produit et une coloration très sombre, typique de rhum plutôt de traduction anglaise, qui vont être sur des saveurs pâtissières, cerises noires, un peu acide pursique. On va avoir une porosité avec le gin quand on va boire ce type de rhum-là, un côté presque céréalier, alors qu'on reste sur un produit végétal de canne. Donc voilà. La petite histoire par rapport à cette distillerie-là, c'est que c'est l'une des distilleries les plus vieilles au monde encore en activité. Donc là, on repart sur le chapitre histoire, qui est dans les 1700.
Il faut savoir que le long de l'Amazone, à l'époque, il y avait une quarantaine, une cinquantaine de distilleries sur cette partie-là de l'Amazone, et aujourd'hui, il n'en reste plus que 3, dont cette distillerie-là et cette production-là. Ok. L'autre rhum aujourd'hui, donc c'est le rhum donc Ferroni. On part sur le sol français puisque c'est une maison qui a été fondée à Marseille. Donc Ferroni est embouteilleur et vieillisseur de rhum. Donc la canne est importée. Marseille depuis très très longtemps en fait la capitale historique du rhum. C'est là où arrivaient tous les tonneaux de rhum. Je ne sais pas si on peut voir sur l'image en fait une ancienne photo de Marseille sur ce produit-là avec tous les tonneaux de rhum qui arrivaient à l'époque. Et donc, du coup, la maison Ferroni, qui s'était spécialisée dans les anciens alcools, style absinthe, etc., s'est mis à faire du rhum. La particularité de ce rhum-là, c'est qu'il est vieilli dans un fût de vin local très parfumé qui s'appelle le Rasto. Donc, qui est un peu le muscat, pardonnez-moi les Marseillais, mais un peu le muscat de Marseille. Et donc du coup qui permet d'avoir un vieillissement et un produit beaucoup plus floral. Donc en fait le rhum arrive brut, en vrac, et mis dans des fûts en fait de ce vin-là pour vieillissement, et ensuite embouteillé par la maison Ferroni. Donc c'est un rhum typiquement on va dire français, même si le produit de base ne l'est pas, mais le résultat final est français. Ok. Petit point intéressant, le rhum n'est pas un alcool de terroir, hormis par rapport à la Martinique et certains départements français. En fait, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche d'où vient la canne, mais ce n'est pas la canne qui détermine la provenance du rhum. Ce n'est pas un alcool, du coup, comme je disais, de terroir. C'est en fait la façon dont il est vieilli et l'endroit où il est vieilli et l'embouteillage. Puisque, en fait, on part du principe que le rhum est un produit fini et que la canne est une matière première. Donc, on va prendre l'origine suivant le produit fini. Donc, voilà. D'où le fait est que le Panama, qui est un isthme hyper commercial, il y a beaucoup de rhums qui sont faits au Panama parce que il y a beaucoup de cannes qui transitent par le Panama. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément, vu la taille du Panama, énormément de culture de canne par rapport à la production de rhum qu'il peut y avoir. Ok. Pour finir là-dessus, justement, rhum de Panama. Ok. Donc là, c'est un embouteilleur indépendant, c'est du rhum de Panama, mais ça vient de Mezzan. Donc Mezzan, il fait du rhum jamaïcain, il fait du rhum de Panama, il fait du rhum de différentes îles du niveau des Caraïbes. Pareil, donc là, c'est la version Chiriqui. On peut dire que c'est un rhum d'entrée de gamme par rapport au coût des deux autres. C'est un rhum qui est, par exemple, fini en fût de moscatel. Voilà. Particularité aussi, arôme floral. Ce rhum-là, par rapport aux deux autres qui vont être plutôt destinés à de digestif, lui va plutôt être amené à l'apéritif parce que le côté moscatel va faire un aspect très bouquet floral, très fluide et peu onctueux et sucré dans la bouche comme on peut s'attendre par rapport à un dessert. Donc voilà. Ok. Petite introduction. Ouais, non, mais voilà. Mais voilà à quoi ressemble une dégustation. Ok. Voilà, je pense qu'effectivement, on voit bien que tu es vraiment passionné. Et en fait, tu as envie de partager ta passion. Tout à fait. Et du coup, c'est pour ça, moi aussi, je voulais faire cette vidéo avec toi, parce que du coup, tu es passionnant, tu as envie de partager, et puis c'est aussi, moi, l'esprit, du coup, de ma chaîne. Tout à fait. C'est qu'on partage, en fait, avec le plus de gens possible. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai permis de faire une belle rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fera plaisir, faut pas vous le cacher. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à partager autour de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.